Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici du coup Monsieur Marié pour la suite et fin de votre chapitre 2, le cours de première spé, qui s'intitule du coup Aspect énergétique des phénomènes mécaniques. On s'est arrêté du coup sur l'énergie potentielle, on n'avait pas encore défini ce que c'était, donc on y va, c'est parti. L'énergie potentielle de pesanteur en petit b, en gros la variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'une balle qui se déplace d'un point A vers le point B est égale à l'opposé du travail du poids sur ce trajet. L'énergie potentielle de pesanteur, on l'a appelée telle qu'elle en fait pour essayer d'avoir un petit peu plus de compréhension, un peu plus de concret quant à sa formulation. Par exemple, si je prends ma calculatrice qui est ici et que je la laisse tomber, bah, potentiellement elle va avoir des dégâts. Ça veut dire que si je la lâche d'une hauteur de 5 centimètres, ben ça va. Si je la lâche d'une hauteur de 5 mètres, je garantis pas le résultat une fois en bas. Vous voyez bien que potentiellement, plus vous montez en fait en altitude, et plus potentiellement vous avez de l'énergie qui va du coup être emmagasinée dans un objet, dans un système, qui demande qu'à tomber. Ok. Voilà, normalement c'est un truc que vous avez tous en tête depuis très longtemps. Quand vous sautez depuis une marche, un escalier, ça va. Deux marches, ça commence à faire un peu plus. Et quand vous commencez à sauter de 5-6 marches, bah, vous sentez que sous vos pieds, ça commence à brûler un peu, quoi. L'impact commence à devenir de plus en plus fort. Et vous imaginez quels dégâts vous auriez si vous sautez du quatrième étage. Vous l'avez jamais essayé, mais potentiellement, vous savez ce que ça donne. Donc du coup, vous avez en fait cette notion de potentiel à l'intérieur de votre esprit. Du coup, on dit que la variation de l'énergie potentielle, delta de EPP, énergie potentielle de pesanteur, EPP, c'est égal à moins le travail en fait du poids sur le trajet AB. Ok. Donc du coup, la variation d'énergie potentielle, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle que vous aviez au point B, moins celle que vous aviez au point A. Ok. Bah, du coup, tout ce que ça fait, c'est que le poids, c'est M fois G, c'est mg le poids, et vous, du coup, vous soustrayez bah, l'altitude que vous aviez au point B, moins l'altitude que vous avez au point A, qu'on note ZB et ZA. Et donc, du coup, la variation d'énergie potentielle, ça s'écrit comment? Ça s'écrit mgzb moins mgza, tout simplement. Voilà, du coup, pour cette variation d'énergie potentielle. De ce fait, l'énergie potentielle de pesanteur d'un système au voisinage de la Terre et possédant une altitude z s'écrit naturellement EPP est égal à mgz. Comment on trouve ça? Ben, tout simplement, si je prends par exemple, je ne sais pas, je prends l'altitude où je suis là actuellement, on va dire que je suis, par exemple, je sais pas, au premier étage d'un immeuble. Bah, si je saute du premier étage, la différence d'altitude que je vais avoir, c'est celle d'où je me lance, moins celle où je vais arriver. euh, pardon. Ça va être du coup la différence d'altitude entre là où je vais et là d'où je viens. Ok. Donc du coup, ça va être la différence de là où je suis, premier étage, moins la surface, zéro. Donc du coup, bah, l'altitude, au lieu de faire la soustraction ZB moins ZA, on va simplement prendre l'altitude par rapport à une référence qui est la surface de la Terre. Et donc du coup, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est simplement mg, votre poids, fois l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Voilà. Donc du coup, vous sentez bien que ben, plus vous êtes massif, et plus quand vous tombez, ça va faire mal, plus la planète que vous êtes, qui vous supporte est grosse, massive, plus le G va être potentiellement fort, donc plus la gravité va vous attirer fortement, et donc plus vous allez vous faire mal en tombant. Et si vous multipliez ça par l'altitude où vous êtes, et ben tomber alors que vous êtes sur le sol ou tomber d'un gratte-ciel, c'est plus du tout la même, quoi. Donc pour cette expression, on va quand même définir que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle à l'origine. Ça veut dire qu'à l'origine, à l'abscisse, pardon, à l'altitude égale 0, donc à la surface, on va dire que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Si vous vous allongez normalement sur le sol, vous ne pouvez pas tomber. Vous avez potentiellement 0 dégâts qui pourraient vous être infligés quand vous tombez d'une altitude 0, quand vous êtes allongé sur le sol. Vous ne pouvez pas tomber en fait. Et l'axe d'altitude, du coup, Z, serait orienté vers le haut. Donc plus on va vers le haut et plus Z augmente. Ça, c'est normal. Du coup, on va aussi supposer quelque chose, c'est qu'au voisinage de la Terre, on va considérer que l'intensité de la pesanteur G, qui est égale à 9,81, on va la considérer comme constante
tout autour de la Terre, c'est-à-dire à la surface ou à quelques kilomètres d'altitude. Ok, on va vraiment considérer que G est constante, ça va nous permettre d'aborder les exercices de manière beaucoup plus sereine. J'espère que c'était clair tout ça. On va passer du coup à quelque chose qui est pas très intuitif, qu'on appelle les forces non conservatives. Alors les forces non conservatives, d'ailleurs il me manque un S ici. Voilà. Les forces non conservatives, qu'est-ce que c'est? En fait, les forces de frottement, la force de tension d'un fil, donc par exemple, un fil, j'ai pas ici, un fil, non, j'ai pas. Donc un fil qui retient un objet au bout, et les forces pressantes, ce sont toutes des forces qu'on appelle non conservatives. En gros, il va y avoir une dissipation d'énergie quelque part, soit par frottement, soit par réchauffement, ou etc. Lorsque le travail d'une force dépend du chemin suivi par le système, on dit que la force est dite non conservative. Par exemple, si vous commencez à plonger dans l'eau, par exemple, et que vous allez jusqu'à un point donné, en profondeur, bah, si vous faites un zigzag ou si vous faites une ligne droite, vous n'allez pas dissiper la même dose d'énergie. Ok? Si vous êtes dans le vide, par exemple, vous allez on trace une droite, par exemple, entre ici et la Lune. Si vous êtes vers la Lune tout droit, ou si vous allez en faisant des zigzags, bah, normalement, vous dissipez la même énergie. Enfin, en considérant que l'énergie de déplacement est gratuite. Hein. Ça veut dire que si vous passez, par exemple, par Mars pour aller ensuite vers la Lune, normalement, vu que dans le vide, il n'y a aucune force de frottement, vous n'avez aucune dissipation d'énergie. Dans l'eau, c'est pas la même chose, vu que à chaque fois que vous rentrez dans l'eau, bah, vous êtes ralenti par l'eau. Donc du coup, chaque déplacement, en fait, dans l'eau va être ralenti parce que le fluide vous empêche de passer. Parce qu'il faut que vous bougiez les molécules, en fait, pour passer. C'est ça, en fait, que je veux dire par force conservative ou non conservative. Ok ? À chaque fois que vous vous déplacez, du coup, dans un fluide, dans de l'eau, ou n'importe quoi qui vous empêche un petit peu, qui occasionne des forces de frottement, bah, vous allez avoir du coup une dissipation d'énergie en fonction de la longueur du chemin que vous prenez. Donc du coup, le chemin suivi devient important, devient quelque chose de prépondérant, et si le chemin suivi par le système du coup est important pour le travail d'une force, et bien alors la force est dite non conservative. Voilà en gros ce qu'il faut retenir de ça. C'est pas une notion très facile et très intuitive. J'essaie de vous contextualiser ça, mais j'ai pas beaucoup d'exemples. C'est très contre-intuitif en vérité. Grand D. Travail d'une force de frottement. Alors maintenant qu'on a vu qu'il y avait des forces conservatives et des forces non conservatives, qu'on avait un travail qui dépendait du chemin suivi ou qui ne dépendait pas du chemin suivi, bah maintenant je vais vous définir ce que c'est le travail d'une force de frottement. Et on va s'intéresser du coup qu'à cette force-là pour le moment. Lorsqu'un système est en mouvement sur un support ou au sein d'un fluide, il est forcément soumis à une action mécanique qui s'oppose au mouvement. Par exemple, je sais pas, quand vous prenez un film d'action, vous avez le héros par exemple qui est tracté par une voiture avec une corde, vous voyez qu'il se frotte sur l'asphalte, bah forcément il a des forces de frottement qui s'occasionnent, ok? Vous voyez bien que le mec il a mal quand il se fait traîner par une voiture à très haute vitesse sur l'autoroute par exemple. Ne le faites pas, c'est dangereux. Hein. Mais dans tous les cas, vous voyez bien qu'il y a des forces de frottement qui s'occasionnent sur ce monsieur-là. Comme par exemple quand un mec est tracté par un cheval au moyen d'une corde, bah vous voyez bien que sur la Terre, normalement, vous avez plein de fumée qui se dégage, il y a bien des forces de frottement, il y a du coup une force de contact résistante qui se produit entre l'homme du coup et le sol sur lequel il glisse. Donc n'importe quel déplacement qui occasionne un glissement, plus ou moins réussi hein, sur une surface, bon, ça peut être l'exemple du ski où c'est bien réussi, mais il y a toujours quand même une mini force de frottement. Quand vous faites un virage, du coup, la force de frottement augmente. C'est pour ça que vous freinez en même temps que de faire un virage. Des fois, vous arrêtez comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le ski nautique, c'est pareil. Vous avez une force de frottement parce que vous glissez sur l'eau. Vous voyez bien que à partir du moment où le mec décroche en fait de son trapèze, ben, vous voyez bien que la personne en fait s'arrête net. La force de frottement l'empêche de continuer. Il y a bien une force qui s'exerce ici. Et ça peut être aussi retrouvé dans tout ce qui est déplacement dans un fluide, donc dans un gaz ou dans un liquide, donc sur ou dans l'eau ou dans l'air. Tout ça, en fait, ce sont des forces de frottement.
Donc du coup, à chaque fois que vous avez un déplacement comme ça, soit par glissement sur une surface, par déplacement dans un fluide, que ce soit liquide ou gazeux, bah, vous avez une force de frottement qu'on va appeler petit f avec un vecteur dessus. Je vous rappelle que quand il y a un petit trait, ça veut dire qu'il y a un vecteur, c'est parce que je ne peux pas le mettre. Et le travail du coup d'une force de frottement qu'on a appelée F, lors d'un déplacement rectiligne du système d'un point A vers un point B, sera toujours au maximum résistant. Ça veut dire que l'angle en fait que va former petit f avec votre déplacement, avec votre déplacement quoi, en gros, ça va faire 180 degrés. Donc normalement, le vecteur petit f et le vecteur AB, parce que vous avez de A vers B, du coup, vont faire ensemble un angle de 180 degrés. C'est ce que j'ai mis dans le petit schéma que vous avez en bas à droite. Si vous avez une voiture sur un plan incliné, par exemple sur une route inclinée, pardon, et que la voiture elle descend ce plan, et bien vous avez une force de frottement parce que la voiture en fait roule sur ce support. Donc du coup, on peut considérer que bon, ça glisse, elle parcourt ce support en gros. Vous avez une force de frottement du coup qui va se générer et qui va être totalement à l'opposé du mouvement. Ok ? Donc du coup, vous avez bien le sens du déplacement et la force de frottement qui sont collinéaires, mais de sens inverse, donc un angle de 180 degrés, et vous avez du coup le cosinus de 180 degrés qui fait moins 1. Ça veut dire du coup que F fois AB, en fait, va être égal à moins le travail de AB concernant la force du coup de frottement, ou la force de frottement WAB de petit f sera égale du coup à moins F de AB. Enfin, moins F fois AB, pardon, en scalaire. J'espère du coup avoir bien été clair aussi. Hein. Là, une force de frottement, ce sera toujours résistant et toujours dirigé dans le sens opposé et selon la même direction, du coup, de votre déplacement, de votre mouvement. On marque grand 3 en dessous, conservation ou non de ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Donc vous allez voir qu'il y a des cas où cette énergie mécanique est conservée, d'autres cas où elle ne l'est pas, et en petit a, du coup, on va définir ce que c'est l'énergie mécanique. En gros, l'énergie mécanique, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo numéro 1 de ce cours. Je vous avais dit que l'énergie cinétique, c'était une forme d'énergie mécanique et que l'énergie potentielle, c'était la deuxième forme. Et bien en fait, ces deux formes, si vous les ajoutez ensemble, vous obtenez ce qu'on appelle l'énergie mécanique. En gros, l'énergie mécanique d'un système, c'est à la fois la somme de l'énergie qu'il a accumulée avec un déplacement, avec une vitesse, plus l'énergie qu'il obtient parce qu'il est en altitude. Voilà, tout simplement. Donc du coup, par exemple, si vous prenez un parachutiste qui s'envole dans un avion, etc., il va pour sauter. Si vous prenez une photo à l'instant où il a vraiment décollé les pieds de l'avion pour sauter, où il s'est penché en avant et qu'il a sauté, à ce moment-là, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale. Ça veut dire qu'il n'a pas encore de vitesse de chute, pas une vitesse à cause de l'avion. Hein. Vraiment, au moment où vous avez le système qui n'est soumis qu'à son poids, hein, vous avez vraiment le cas d'une chute libre, bah, le parachutiste, il a une vitesse qui est égale à 0, il vient de sauter. Donc du coup, sa vitesse selon l'altitude, elle est nulle, parce qu'à ce moment-là, il ne descend pas encore. Par contre, l'énergie potentielle de pesanteur, vous la sentez très bien qu'elle est maximum, parce que dans une échelle entre 0 et son altitude, il est vraiment au point le plus haut considérable par rapport à l'énergie qu'il peut accumuler. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire du saut à parachute à 2000 mètres, bah, entre 0 et 2000 mètres, c'est vraiment le pire endroit pour sauter sans parachute, par exemple. Donc du coup, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale, on a vraiment l'énergie maximum qu'on peut accumuler entre 0 et 2000 mètres. Au fur et à mesure que l'homme du coup va chuter au cours de son mouvement, il va gagner de la vitesse. Par contre, il va perdre de l'altitude. Ça veut dire que quand il va arriver à 1000 mètres, par exemple, l'énergie potentielle de pesanteur qu'il a à 1000 mètres, elle est diminuée de moitié par rapport à ce qu'il avait à 2000 mètres. Par contre, cette énergie qui était perdue s'est transformée en énergie cinétique qu'il a gagnée parce qu'il a accumulé de la vitesse pendant ces 1000 mètres de descente. Donc du coup, dans le cas où vous avez vraiment aucun frottement, etc., on va dire que l'énergie mécanique va être tout le temps conservée et va bouger soit de la forme potentielle vers la forme cinétique ou inversement. Ok ? C'est ce qu'on va mettre du coup en petit b, conservation de l'énergie mécanique, en l'absence de force non conservative. Donc quand vous avez ni frottement, ni tension du fil, etc., vous avez systématiquement conservation de l'énergie mécanique au cours du temps. Elle est toujours transformée d'une forme potentielle vers une forme cinétique
comme par exemple la chute libre d'un corps, ou vous pouvez avoir comment ça s'appelle, la conversion d'énergie cinétique vers une énergie mécanique, c'est quand vous avez un décollage au contraire. Un décollage avec une vitesse initiale, mais où la force n'est pas appliquée, vous n'avez pas de propulsion constante. Par exemple, si vous lancez un objet en l'air, bah, vous avez inculqué une vitesse initiale, mais durant en fait, sa phase de montée, la seule force à laquelle il va être soumis, ça va être son poids. Donc du coup, il va finir par redescendre. Mais dans la phase de montée, en fait, il va gagner en altitude, donc gagner en énergie potentielle, mais en même temps, il va freiner jusqu'à un moment où il va arriver au top et qu'il va redescendre, du coup, comme le cas du parachutiste. En fait, vous avez perte de vitesse, mais gain d'énergie potentielle. Donc perte d'énergie cinétique au profit d'énergie potentielle. Et après, vous avez le cas inverse qu'on a vu juste avant. Du coup, si vous avez toujours l'échange en fait entre l'énergie cinétique et potentielle, qu'est-ce qui peut faire qu'on n'ait pas conservation de l'énergie mécanique? Qu'est-ce qui peut faire que cette somme en fait ne soit pas retrouvée? Bah, en fait, c'est tout simple. Quand vous avez petit c non conservation d'énergie mécanique, c'est parce qu'il y a présence du coup de forces de frottement, des forces non conservatives comme les frottements ou même aussi la tension d'un fil. Quand vous avez ces forces de frottement, en fait, vous allez avoir soit échauffement du système, soit vous allez avoir une dissipation d'énergie qui va s'occasionner quelque part. En gros, par exemple, quand vous avez une météorite qui va pour s'écraser sur la Terre, vous avez vu que les forces de frottement se manifestent par des flammes qui se créent autour de cette météorite et qui vont progressivement la consumer si elle n'est pas assez grande. Ben, en fait, c'est complètement ça. C'est qu'à chaque fois que vous allez avoir une vitesse qui va être inculquée à un système en mouvement dans un fluide ou sur un support, ben, vous allez avoir en fait la force de frottement qui va s'occasionner. Et à cause de cette force de frottement, ben, vous allez avoir dissipation en fait, d'une partie de l'énergie sous forme de chaleur. Donc sous forme... ben, vous avez en fait l'énergie mécanique qui va du coup se dissiper sous cette forme de chaleur. Vous allez avoir du coup perte progressivement de l'énergie mécanique. Si vous sautez par exemple en parachute d'une très 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 haute altitude, bah, vous allez voir qu'au bout d'un moment, les forces de frottement vont être telles que vous n'accélérez plus durant votre chute, sans ouvrir parachute bien sûr. Il y a un moment en fait où les forces de frottement deviennent tellement fortes par rapport à votre vitesse que ça va finir par s'équilibrer et que votre vitesse du coup va stagner, votre énergie cinétique va stagner. Et donc du coup les forces de frottement seront telles qu'on pourra plus en fait les négliger. Et là on va devoir dire que l'énergie mécanique n'est pas conservée parce qu'il y a toujours perte d'énergie potentielle, mais l'énergie cinétique ne monte plus. Donc du coup vous avez bien dissipation d'énergie quelque part, et c'est les forces de frottement qui s'en chargent. Par contre quand l'énergie augmente, du coup on dit qu'il y a un gain d'énergie. Alors je ne connais, là j'ai en tête qu'un seul exemple où vous avez gain d'énergie, c'est dans le cadre d'un circuit électrique, en fait vous avez toujours une perte d'énergie par effet Joule, souvenez-vous du chapitre 1. Par contre si vous branchez ce qu'on appelle un amplificateur opérationnel, bah en fait c'est quelque chose qui va venir compenser à chaque fois que vous faites fonctionner le circuit, il va venir compenser cette petite dissipation de chaleur par effet Joule, et elle va venir en fait faire gagner au système un petit peu d'énergie pour compenser cette perte. Donc du coup, c'est le seul cas que je connais, là qui me vient en tête, où l'énergie augmente, l'énergie mécanique augmente dans un système, enfin, là c'est pas énergie mécanique en somme, mais on pourrait l'assimiler à ça. En fait, il y a une analogie entre l'intensité qui serait l'énergie cinétique, donc le nombre d'électrons qui passent par une section d'un fil, et la tension serait l'énergie potentielle. Mais ça, c'est hors programme. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la variation d'énergie mécanique, elle est égale à ce qu'on appelle la somme des travaux des forces non conservatives. Ça veut dire que si jamais j'ai une force de frottement quelque part, vous êtes maintenant capable en fait de calculer quelle dose d'énergie en fait va être dissipée en un instant en fait pour le système en fonction de la somme des travaux des forces non conservatives que je vous donne dans l'énoncé. S'il y a juste une force de frottement, et bien la force de frottement, elle a un travail, et ce travail, en fait, va être égal à la variation d'énergie mécanique qu'on va observer. Bien sûr, à notre niveau, je pense qu'on fera toujours des dissipations, des diminutions, des pertes d'énergie mécanique plutôt que des gains. Ce théorème-là, il n'est pas au programme, enfin, son nom n'est pas à connaître au programme. Par contre, la relation, oui, mais c'est pour ceux qui veulent enrichir leur connaissance, en fait, leur culture générale. Cette relation, ça s'appelle le théorème de l'énergie mécanique. Donc, ça ressemble au théorème de l'énergie cinétique,
mais ça s'applique à l'énergie mécanique, donc du coup ça s'appelle théorème de l'énergie mécanique. Voilà, c'est un très gros morceau, j'en conviens, c'est peut-être pas tout à fait clair à chaque fois. Bien entendu, si vous avez encore des doutes sur les différentes notions, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me les demander par pronote, encore ou par commentaire. Bien sûr, je reste à votre disposition pour ça. Et naturellement, du coup, cette partie-là ne sera pas au programme en termes d'application au QCM qui sera du coup porté sur ce chapitre. Ok, on n'aura pas du coup on n'aura pas de résolution d'exercice, de cas appliqués, euh, hormis du cours direct sur le QCM qui s'appliquera du coup sur ce chapitre 2. J'espère du coup que vous avez eu toute l'information. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, sachez que la semaine prochaine, du coup, lundi, mercredi, en physique, lundi, mercredi, vendredi, en physique spécialité, et jeudi en enseignement scientifique, vous aurez un QCM sur votre créneau de cours à remplir sur Pronote, qui comptera bien entendu dans votre moyenne. Je vous invite du coup à consulter le mail que j'ai mis sur Pronote pour avoir toutes les horaires. Et bien entendu, du coup, je vous laisse vous organiser votre travail. Pour ceux qui ont suivi assidûment, ça va pas être compliqué. Pour ceux qui doivent tout rattraper, ça va être plus compliqué, c'est sûr, mais c'est pas impossible. Je vous laisse du coup vous organiser sur votre travail et remplir du coup les QCM de la meilleure des manières qui soit la semaine prochaine, juste avant de vous souhaiter bonnes vacances. Sur ce, à la semaine prochaine et bon travail.